Bonjour à tous et bienvenue à ce débat organisé par le magazine Décideur en partenariat avec l'agence de communication et d'influence GNG. Il est question aujourd'hui d'engagement des entreprises et de la communication autour de cet engagement. Les critères ESG s'imposent aujourd'hui dans les entreprises sous l'influence conjuguée de la législation et de l'opinion publique. Dans un tel contexte, quelle stratégie adopter pour supporter l'engagement de l'entreprise? Comment la RSE oblige-t-elle à redéfinir le discours de marque et donc la raison d'être des entreprises? Quels sont également les canaux et les relais les plus adaptés pour véhiculer les messages RSE? Et sait-on en mesurer l'impact? Pour débattre de ces sujets plus que jamais d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin François Ramaget, directeur de la stratégie au sein de l'agence GNG, Laura Pires, bonjour, directrice RSE de Franprix, groupe Casino, et François Bonifay, Fabrice. Fabrice, excusez-moi, Bonifay, bonjour, directeur du développement durable au sein du groupe Bouygues. François, donc bonjour, vous êtes directeur de la stratégie au sein de l'agence GNG. Comment a évolué, selon vous, la communication des entreprises ces dernières années en termes de RSE? Alors j'aimerais débuter par un chiffre, parce que chez GNG, on aime la data et que quand on communique, il vaut mieux le faire sur des bases validées. Ce chiffre, qui est assez inquiétant, c'est 56% des Français sont incapables de citer une marque qui contribue à améliorer la société. CSA, juillet 2020. Et pourtant, 80% des Français se disent influencés par le caractère responsable des marques. Il y a donc quelque part un bug. Il y a 2 siècles, Thomas Jefferson disait la vérité se suffit à elle-même, il n'y a que l'erreur qui doit être promue par les gouvernements. Au jour d'aujourd'hui, 2 siècles après, j'ai l'impression que c'est juste l'inverse. Les fake news prospèrent, pullulent, fleurissent, mais par contre, il y a des vérités ou des évidences qui méritent d'être martelées. Et je crois que la RSE en fait partie. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait, nous savons tous, en acte d'achat ordinaire, que quand on achète un t-shirt en coton ou un smartphone dernière génération, on contribue soit au travail forcé des Ouïghours, soit au travail des enfants dans les mines de cobalt. Donc, il y a une conscience de responsabilité qui s'est imposée. Et pourtant, il y a une marque sur 4 au jour d'aujourd'hui qui considère la RSE comme stratégique, qui ne communique pas sur ces questions-là. Est-ce qu'elles doutent du ROI? Probablement. Et moi, j'aimerais leur dire qu'il y a un impact sur l'intention d'achat, on l'a vu. Mais il y a 2 impacts sur lesquels j'aimerais m'attarder quelques secondes. La confiance. Si j'en crois RepTrak, qui est l'institut américain d'études sur la réputation, la confiance, c'est le premier item qui se fabrique par la communication RSE. Et un autre que je trouve extrêmement pertinent et sur lequel j'insiste, qui est le bénéfice du doute. Ils ont introduit dans leur questionnaire cette notion que je trouve extrêmement moderne et qui correspond bien à l'époque dans laquelle on est. Dans l'époque où nous sommes, 80% des entreprises ont connu une crise sur les 24 derniers mois. Et le bénéfice du doute, c'est justement ce rempart de réputation, ce matelas qui va permettre de rebondir. C'est ce qui permet de construire l'indulgence ou la mansuétude des consommateurs. Et toutes les marques et toutes les entreprises en ont besoin plus que jamais. Comment le faire? Je ne voudrais pas être cynique, mais je crois que la publicité n'est pas la voie royale. Pour mémoire, Kantar nous dit qu'il y a eu plus de 1000 films de pub en 2019 sur des thèmes liés au développement durable, mais pourtant, il y a 2 Français sur 3 qui ne se rappellent aucune marque. Donc, il y a comme un twist. La voie royale, c'est les relations publiques. Nos invités du jour l'ont bien compris. Fabrice Bonifay, chez Bouygues, signe notamment un livre sur l'entreprise contributive. Je pense que c'est une très bonne idée. Chez Franprix, j'ai eu par le plus grand des hasards, je suis tombé sur cette émission de télévision Patron Incognito, où le patron de l'enseigne se prêtait au jeu de l'employé mystère pour nous faire découvrir les dessous de la politique sociale. Donc on voit qu'en vérité, les relations publiques, c'est la voie royale. Les relations publiques au sens large, au sens anglo-saxon, c'est passer par des tiers de confiance, des journalistes, des relais d'influence, des blogueurs. En tout cas, c'est faire dire par d'autres. Et c'est, je crois, l'enjeu majeur d'une communication RSE réussie, c'est de nouer des contacts avec des relais pour en faire parler. Je terminerai en disant que les Français attendent ça, car 85% des Français attendent que les marques communiquent sur leurs Et engagements. attendre des preuves, en fait, Absolument. de l'engagement. Attendre des preuves de l'engagement. Il ne s'agit pas d'un discours à Mmh. l'emporte-pièce, une belle image des enfants blonds bien nourris sur fond de grands champs de blé. Tout ça est charmant,
Mais ce qu'il faut, c'est décortiquer et apporter un discours de preuve. Et c'est comme ça, selon vous, qu'on va sortir du greenwashing aussi et ça permet aux entreprises de s'engager véritablement, sur le chemin de la RSE? Tout à fait, c'est exactement ce dont il s'agit. Il faut raconter, mais c'est pas juste une belle histoire, c'est pas un conte de fées, c'est apporter un discours de preuve, raconter ce qu'on fait au quotidien, basculer vers la construction bois chez Bouygues, avoir une politique sociale de promotion comme on l'a chez Franprix. Toutes les entreprises ont de la matière, ont des choses à dire, mais il faut le pousser. Mmh. Moi, je l'ai fait pendant quelques années pour Ferrero. On est dans un monde qui est assez différent, mais j'en garde le souvenir de cette entreprise qui fabrique, pour ne pas le citer, une pâte à tartiner célèbre, et qui était perçue comme une marque purement publicitaire, qui n'avait pas de contenu et pas d'âme. On a poussé la politique sociétale, on a poussé l'engagement citoyen, on a poussé les questions environnementales, on a poussé le village Kinder qui fête aujourd'hui ses 10 ans, et on a réussi à contrebalancer finalement un bon nombre de rumeurs négatives sur la marque. Je ne dis pas qu'on a transformé le monde ou la perception de l'entreprise, mais on a contribué à en faire l'image d'un acteur citoyen. Et je pense que c'est un enjeu aujourd'hui qu'on doit pousser par les relations publiques. Merci beaucoup, François. Laura, bonjour, vous êtes Bonjour. directrice, de la RSE de Franprix, donc une enseigne du groupe, Casino. Le virage RSE, pardon, votre groupe l'a pris, assez récemment, donc il y a 2 ans, en structurant son engagement et donc sa démarche. Côté communication, en revanche, comme vous me l'aviez, mentionné, vous êtes très prudent, quant à la posture à adopter pour trouver le juste ton, Mmh. et vous êtes en pleine réflexion de savoir est-ce qu'on y va et est-ce qu'on n'y va pas? Ouais, tout à fait. Alors effectivement, la RSE et l'engagement de l'enseigne Franprix, date d'il y a plusieurs années, comme le marché lui-même et comme l'évolution des demandes des consommateurs. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a commencé simplement à structurer et à définir vraiment et à écrire, les priorités et le cap, vers lequel l'entreprise souhaitait se diriger. Heu, Aujourd'hui, on est de fait une entreprise engagée, mais ça ne se sait pas forcément. Heu et effectivement, on travaille sur ces problématiques aujourd'hui. Rapidement sur le secteur de la grande distribution d'abord est un secteur très visible, et aussi très attendu, parce qu'évidemment chacun d'entre nous et tous les citoyens, passent de temps en temps dans un supermarché et parfois assez fréquemment, donc chacun a aussi, des attentes et un avis en général sur ce que font, les grands distributeurs. Et on se trouve dans un secteur du coup avec énormément de communication et une surenchère un peu de communication sur les engagements. Parce que comme vous le disiez, aujourd'hui, on cherche à communiquer pour gagner la confiance et pour, voilà, embarquer nos clients, pour, voilà, accepter notre marque. Et c'est vrai qu'on est face à un secteur concurrentiel qui investit énormément et qui communique énormément sur tous ses engagements. Et donc c'est vrai que Franprix a eu une posture un peu plus, discrète sur ces problématiques jusqu'à présent. Pour autant, évidemment, on travaille, énormément sur les sujets. Donc il y a un pilier social très important, effectivement, comme vous le disiez. La grande distribution est un employeur, heu, de milliers de personnes, est un employeur de personnes qui peuvent entrer, sans qualification, qui peuvent entrer avec différents profils. Et donc nous travaillons ça très fortement chez Franprix avec des personnes issues, de chantiers d'insertion, avec des personnes, des jeunes en décrochage, avec vraiment des profils qui sont très éloignés de l'emploi et qu'on réintègre, dans nos équipes. Donc ça, c'est le sujet le plus difficile à communiquer, parce que même si nos équipes et nos collaborateurs le vivent, et le sentent au quotidien, effectivement, on utilise les relations presse et on utilise un peu effectivement, les médias pour parfois faire valoir, nos partenariats et nos initiatives. Et puis après, il y a ce qui est visible dans nos magasins. Donc nos magasins sont quand même des vitrines et c'est vrai qu'au-delà d'investissements en publicité, tous les clients peuvent se rendre compte que voilà, on propose des produits en vrac, qu'on propose énormément de produits bio, que l'on, travaille à réduire le gaspillage alimentaire. Et donc en fait, pour le coup, on est vraiment dans la preuve, Mmh. et on se dit que c'est plus efficace et plus transparent et sans doute aussi plus honnête, de laisser nos clients juger, et voir ce qui se passe dans nos rayons, et ce qui évolue, très rapidement, hein, depuis 10 ans et qui s'accélère de plus en plus, plutôt que d'investir, dans des moyens de communication plus classiques, moyens que nous n'avons pas d'ailleurs. Et donc on travaille vraiment, plus dans cette, voilà, apporter les preuves et puis, effectivement avoir les bons relais, heu, médias, presse ou parties prenantes pour, faire valoir ce que nous faisons. Donc la communication, vous ne comptez pas forcément, passer à la seconde, en termes de communication ou au contraire peut-être bénéficier
de l'élan de la loi Pacte avec la définition de votre raison d'être. Je crois que vous êtes en train Ouais. de la finaliser pour communiquer. Oui, tout à fait. Nous sommes en train de finaliser notre raison d'être. On pense effectivement qu'il est quand même important de dire ce qu'on fait et de le faire connaître parce que le silence fait que peut-être les gens doutent et attendent quand même de savoir nos actions. Donc on est effectivement dans ce défi de trouver le juste ton, comme vous disiez, et effectivement de trouver d'un côté, nous n'aurons pas les moyens et nous n'avons pas la volonté de communiquer et d'investir Mmh. massivement euh, dans des outils de communication classiques, et de l'autre, nous avons besoin de faire savoir nos engagements, nos actions, notre approche très humble, mais pour autant très vraie de toutes ces actions. Donc effectivement, on est un peu dans ce questionnement pour voir comment le faire au mieux. François, ça vous fait réagir le témoignage de Laura sur cette difficulté un petit peu de communiquer ou alors se dire, pour l'instant on montre, on Non, donne des gages de preuves dans les magasins? ce que dit Laura me semble tout à fait judicieux. Je pense qu'il faut dire, parce que sinon ça ne se sait pas dans une époque de flux, dans une époque de bruit. Tout ce qui n'est pas promu de manière délibérée passe inaperçu. Les relations publiques, les relations presse me semblent la voie royale, comme j'ai eu l'occasion de le dire, parce que le format publicitaire n'est pas très adapté, parce que ça fait des raccourcis et qu'on n'a pas le temps en 30 secondes de raconter une politique RH, c'est une évidence. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent être sûrement mises en avant, notamment sur les ventes, sur la satisfaction des clients, sur le pourcentage de vrac. Il y a toute une méthode sur laquelle vous travaillez, moi, qui me semble tout à fait judicieuse. Et je reviendrai sur la question des budgets. Pour moi, le débat, ce n'est pas de mettre des millions d'euros dans une publicité d'image, mais c'est plutôt de rentrer dans une logique de pas à pas, d'explication qui va passer par des relais. Et je pense que vous êtes tout à fait, pour moi, sur la bonne voie. Que vous le fassiez avec ou sans nous, je pense que vous êtes en route vers là où vous devez aller, quoi. Oui, merci. Ben, c'est vrai que on voit que de toute façon, le monde change énormément aussi et que nous, on essaye d'accompagner ça au mieux, mais il faut aussi qu'on puisse le partager et que nos clients Et les attentes l'accompagnent. des consommateurs aussi. Il y a eu Bien un sûr, impact aussi de la crise sanitaire que l'on est en train de vivre oui. sur l'engagement des entreprises qui attendent aussi beaucoup, beaucoup d'engagement. Oui, et puis effectivement, je pense que les consommateurs ou les clients et les citoyens considèrent que c'est le minimum requis en Mmh, fait mmh. et l'acceptable et qu'il est absolument nécessaire que toutes les entreprises soient au moins engagées et responsables face à leur métier et leurs activités et leurs impacts, parce que sinon, elles n'ont même pas le droit d'exister en fait. Merci beaucoup, Laura. Fabrice, bonjour. Vous êtes le directeur du développement durable du groupe Bouygues et également président du C3D, donc le collège des directeurs du développement durable. Selon vous, comment en finir définitivement avec cette notion de greenwashing qui n'est pas encore complètement derrière nous? Ça va être compliqué d'en finir avec le greenwashing tout de suite parce que toutes les entreprises sont dans une phase gèrent leurs injonctions contradictoires. Parce que s'engager dans la RSE, ça ne veut pas dire être arrivé. Mmh. Ça veut dire partir d'une situation où en fait il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans le monde aujourd'hui qui est soutenable au sens du développement durable en réalité. Il n'y en a quasiment aucune. Et donc on ne fait pas mûrir une tomate avec un chalumeau, hein. Et ça va être long pour transformer les modèles d'affaires. Parce qu'en fait, tout ça, c'est un problème de modèle d'affaires. Dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai quelle durabilité tu as réellement. Et donc, les entreprises qui s'engagent dans la RSE se fixent des objectifs mesurables et quantifiables à un horizon temporel de entre 5, 10 et certains même annoncent la neutralité carbone en 2050. Mmh. Bon, donc, ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, elles font des choses. Toutes les entreprises font des choses. Elles le faisaient d'ailleurs bien avant qu'on en parle de RSE, hein. Donc, on a ripolliné pas mal de sujets sous le couvert de la RSE, mais toutes les entreprises ont essayé quand même depuis pas mal d'années d'améliorer leur performance environnementale et sociale. Sauf que là, on sait que tous les efforts qui ont été mis en œuvre dans les entreprises sont insuffisants, nettement insuffisants, notamment par rapport à l'urgence climatique qui est en train de nous rattraper là. Donc, la meilleure façon d'être crédible sur ce sujet-là, c'est pas d'en parler de trop, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit madame, c'est apporter des preuves d'amour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on change dans notre modèle d'affaires? Parce que ce n'est pas dans le produit qu'il faut changer, c'est dans le modèle d'affaires, comment on crée la valeur. Et une fois qu'on l'a fait, là, on peut le dire. Mais de dire qu'on est en train de le faire ou de dire qu'on va le faire, ça, c'est un peu dangereux quand même, je pense. Donc, il faut faire preuve de patience avant de communiquer, d'une grande humilité,
compte tenu du défi. Je pense que cette posture d'humilité, je pense tôt ou tard, elle sera reconnue par les parties prenantes. Et il faut faire preuve aussi de beaucoup de pédagogie vis-à-vis de différentes cibles. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit monsieur. Bon, là, le carpet bombing dans le sujet de la RSE, des campagnes de pub, ça, pour le coup, comme ça opère, on opère forcément des raccourcis et qu'on est sur des sujets extrêmement complexes, il vaut mieux cibler la communication auprès des parties prenantes éligibles de l'entreprise et utiliser massivement les réseaux sociaux qui sont, à mon avis, plus efficaces que tout, que des campagnes de publicité avec un spectre trop large. Donc, pour résumer, vraiment travailler sur le modèle d'affaires de l'entreprise, j'insiste là-dessus, mettre en place des campagnes de communication ciblées et aussi avoir dans son mode de communication la prudence de consulter les parties prenantes très régulièrement pour leur demander ce qu'elles en pensent, sans publicité ostentatoire, mais d'avoir un dialogue très construit et très ténu avec les parties prenantes dites non contractuelles. C'est-à-dire que pendant des années, les entreprises ont travaillé essentiellement avec leurs clients qui payent, leurs clients donneurs d'ordre, etc. Mais peu avec les parties prenantes non contractuelles qui gravitent autour des entreprises, des ONG, des associations, etc., qui ont un avis quand même sur la license to operate de l'entreprise et qui sont des sources d'inspiration pour précisément se réinventer. Quelle est la posture du groupe Bouygues en matière de communication RSE? Qu'est-ce que vous faites? C'est ce que je viens de vous dire. Vous m'avez parlé d'un blog aussi Oui, alors en interne. Donc nous, d'abord, notre démarche du point durable, c'est d'abord faire, donc construire autrement, aménager les villes autrement, faire des propositions de valeurs qui sont en rupture par rapport à ce qu'on fait. Mais comme on a conscience que sur d'autres segments, on ne fait pas encore autrement, c'est là que c'est compliqué, parce qu'on marche sur des œufs. D'un côté, on fait nettement mieux, et puis d'autres, on continue de faire comme avant. Parce qu'il y a un problème de maturité de marché, parce que c'est difficile de changer un corps social de 130 000 personnes comme ça dans 50 pays, 60 pays. Non. On a conscience que pendant encore pas mal d'années, on aura les deux visages d'entreprise, celle du monde d'avant, qui a été extrêmement profitable, et puis celle du monde d'après qu'on essaie de construire le plus vite possible, qui, on l'espère, le sera tout aussi profitable, mais avec une façon de créer la valeur qui sera notablement différente. Donc, il faut avoir conscience de ça. Donc, quand on fait des réalisations exemplaires, oui, on utilise les canaux classiques de communication ciblée, donc blog, réseaux sociaux, énormément de communication sur les réseaux sociaux chez Bouygues aujourd'hui. Et puis, bien sûr, la presse spécialisée, parce qu'on est dans différents secteurs d'activité, l'immobilier, la construction, et on privilégie en fait ces canaux-là, parce qu'on sait qu'on va toucher notre écosystème, et donc très très peu, même pas du tout, de communication à large spectre, excepté pour TF1. D'accord. La communication interne est très importante aussi pour arriver à embarquer le maximum de salariés au projet d'entreprise RSE. Donc là, ça passe aujourd'hui par le blog, c'est ça? Alors le blog, c'est surtout pour l'extérieur. C'est pour l'externe, Ouais, d'accord. même si Pour c'est l'interne? alors pour l'interne, on a les outils classiques aujourd'hui de communication, intranet, etc. On utilise de plus en plus les outils. Bon, Yammer, tout le monde connaît cet outil-là qui est un réseau social d'entreprise. Et non, on n'a pas d'outils magiques particuliers. On utilise les mêmes que les autres. D'accord. Vous savez, c'est un outil, ça reste un outil. C'est comme une guitare. Il y en a qui en jouent plus ou moins bien. Donc, les outils sont bons. Ce qu'il faut, c'est apprendre à s'en servir. Et pour ça, on dépense effectivement pas mal de moyens pour faire en sorte que nos collaborateurs soient à l'aise avec ces outils, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas grandi avec ces outils. Donc, il y a un nécessaire apprentissage, des pédagogies à faire. Alors, en ce moment, on parle beaucoup d'entreprises à mission, notamment suite à l'éviction d'Emmanuel Faber du groupe Danone. Vous allez plus loin avec un livre que vous avez sorti récemment qui s'appelle «L'entreprise contributive». Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi il s'agit? Est-ce que c'est le next step après l'entreprise à mission? Est-ce que c'est autre chose? On pense que c'est le next step parce que c'est la destination finale. En fait, l'entreprise contributive, c'est l'entreprise qui se resynchronise par rapport aux limites planétaires. Donc, le sous-titre de livre, c'est concilier modèle d'affaires et limites planétaires. Parce que bon, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le business, c'est quoi? C'est des matières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine et des moteurs. Et on peut raisonnablement penser que si on veut sauver le climat, il va falloir qu'on dépense
moins d'énergie. Ce ne sera pas simplement le problème de transformer des énergies fossiles en énergie renouvelable. Il va falloir aller vers beaucoup plus de sobriété. Et donc, une entreprise qui se veut et qui se voudra réellement soutenable et durable devra accepter d'intégrer en fait les faits scientifiques en tant que donnée d'entrée de sa stratégie. Et les faits scientifiques aujourd'hui sont assez implacables. Ils disent, là, si on continue d'émettre du CO2, à l'horizon de quelques années maintenant, ça va se passer très très mal. Il ne pourra pas y avoir d'économie viable sur une planète avec un climat foncièrement dégradé. Et là, aujourd'hui, on fonce vers l'abîme, au rythme où on va. Donc, l'entreprise contributive, le livre qu'on a voulu écrire avec Céline Puffardi-July et qu'on a écrit, s'appuie en fait sur des pionniers, sur des chefs d'entreprise qui ont dit, bah oui, créer de la valeur en détruisant le vivant, c'est pas créer la valeur, parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui créent le plus de valeur économique sont les entreprises qui sont les plus polluantes, précisément parce qu'on n'a pas intégré dans la façon dont on compte la valeur aujourd'hui dans les entreprises, la prédation du vivant et la prédation des ressources naturelles. Parce que les ressources naturelles n'ont pas de prix aujourd'hui, elles sont gratuites. Donc on les exploite sans mettre au passif du bilan de l'entreprise quelque somme que ce soit pour pouvoir les reconstituer et maintenir les écosystèmes en place. Donc, compte tenu de la très très grande résilience de la planète, on a pu, pendant des décennies, exploiter ce filon-là sans trop de conséquences finalement pour notre durée de vie, pour la qualité de vie, etc. Bon, sauf que là maintenant on arrive à un phénomène de seuil, on ne peut plus se permettre de continuer de mettre du CO2 dans l'atmosphère, on ne peut plus se permettre de continuer d'éradiquer la biodiversité sur cette planète pour tout un tas de raisons que vous connaissez sans doute, et qu'il va falloir qu'on mette en place des modèles d'affaires qui vont être compatibles avec ces limites planétaires, avec la maintenabilité des écosystèmes. Et quand on voit ce qu'il faut faire pour faire ça, il faut tout changer. Il faut changer le modèle d'affaires, il faut changer les produits, il faut changer le mode de commercialisation. On va passer certainement vers des modes beaucoup plus de fonctionnalité, de location des produits. Il faut changer le système de management de l'entreprise pour faire émerger de nouvelles idées. Et puis, il faut aussi surtout changer le système de comptabilité de l'entreprise pour apprendre à compter la valeur différemment et faire en sorte que demain, une entreprise qui sera réellement performante, ce n'est pas simplement l'entreprise qui va pouvoir maintenir son capital financier. Non, ça ne suffira pas. Mais on lui demandera, mais dis-moi aussi, l'entreprise, comment tu maintiens ton capital naturel et ton capital social, avec la même rigueur en termes d'indicateurs, en termes de ROI, que ce qu'on a pu demander jusqu'à présent avec le capital financier. Et vous expliquez comment arriver à ça, parce que c'est un changement de paradigme. Oui. C'est le premier livre sur le comment. Des livres sur le pourquoi on va tous mourir, il y en a plein. Par contre, des livres sur le comment, il n'y en a pas beaucoup. Un mode d'emploi. C'est un manifeste engagé, un mode d'emploi qui s'appuie non pas sur des espérances, mais qui s'appuie sur une quarantaine d'entrepreneurs qu'on a été chercher dans le monde entier, qui ont mis en place ce modèle-là. Ça marche, ils gagnent de l'argent, mais sans polluer. Très bien. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, on a reçu une question sur les 3 bonnes pratiques en matière de communication RSE. Alors, je vais peut-être vous la poser, François, ou les 3 écueils à éviter, en tout cas, si vous aviez 3 conseils pour les personnes qui nous regardent. 3, je ne sais pas, mais 1, ça c'est clair, c'est la transparence. Parce que je pense que là, en clair, on ne peut pas tricher avec ces sujets. Ça, pour moi, c'est une évidence. On ne peut communiquer sur la RSE que si on a une vraie intention qui est au-delà du commerce, comme le soulignait Fabrice. La deuxième, c'est, je pense, les relais d'opinion. C'est cette stratégie de relations publiques étendue, les public relations à l'anglo-saxonne, qui sont la voie royale. Et le point 3, Fabrice m'y a fait penser, je pense que le digital est clairement là aussi des relations publiques, mais par le digital, avec 2 zones sur lesquelles je pense qu'il y a un travail à mener, très construit. Tous les influenceurs en ligne, même sur des sujets B2B, on voit aujourd'hui des chaînes YouTube qui montent sur le développement durable, sur l'intelligence artificielle, qui sont des sujets que je suis. Il y a aujourd'hui des gens qui ont 200 000 followers avec des sujets qui sont extrêmement pointus, extrêmement durs. On n'est pas du tout dans la communication commerciale, le petit dessin animé sympa. On est sur de la pédagogie. Et donc, le relais de ces influenceurs et le lien à créer avec eux est extrêmement important. Et le dernier point auquel je songe, parce que dans une vie antérieure, j'ai travaillé pour des grands comptes tech, les réseaux sociaux qui permettent à tous les employés de devenir des avocats de la marque. Je ne sais pas où vous en êtes chez Bouygues là-dessus, mais je sais que chez IBM, on utilise chez Bouygues. Voilà, il y avait 100 000 blogueurs chez IBM.
c'est-à-dire des gens qui Les ont ambassadeurs. réellement intégré ce Vocation. qu'est l'entreprise et qui partagent ses valeurs et qui les diffusent avec une crédibilité bien supérieure que le fil officiel de la Bien marque. sûr que oui. Au-delà du site web, au-delà de la page LinkedIn, ce que disent les gens chez vous ou les gens chez vous, ça a une valeur qui est considérable de légitimité. Donc voilà, je crois que j'ai fait 3 points d'ailleurs. En plus, je me suis mis. Parfait. Merci. Et ça vous fait réagir, Laura, ces 3 conseils, pour éventuellement, commencer à bâtir aussi la communication, RSE au sein de Franprix? Peut-être trouver des ambassadeurs en interne pour promouvoir le discours en la matière? Ouais, et puis c'est vrai que la question se pose du quand communiquer, en Ouais. fait. Parce que si on prend un exemple très concret, on retire, l'huile de palme de nos produits, par exemple, heu, il y a certaines marques qui vont communiquer quand elles auront retiré de 10 produits, et puis il y en a qui vont attendre d'avoir retiré de 450 produits pour le dire. Et donc la question c'est: est-ce que j'attends d'avoir fait tout le travail et du coup, une fois que je l'ai fait, mais dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, je pourrais le raconter? Ou est-ce que je démarre et puis avec quelques produits emblématiques, je suis déjà capable d'aller raconter et de le présenter au marché. Et donc, on se pose un peu parfois ces questions parce qu'évidemment, comme vous le disiez, en fait, on démarre ou on est engagé, mais le chemin est encore long et on ne peut pas pour autant attendre que tout Mais soit transformé pour prendre la Non, parole. mais dire que la démarche est impulsée et que Et du coup, bah, c'est pour ça qu'en fait, ouais. on essaye d'être vraiment transparent. Et du coup, par contre, et de pouvoir énoncer et de pouvoir dire, voilà, on a 450 produits, on a fait le travail dans 100 produits, il en reste 350 et on continue la démarche Et c'est ça qui et voilà, permet on de fait un lutter bout. contre le greenwashing d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bien Parce sûr. que Être, humble bien sûr, dans la parce démarche. qu'on le voit bien que les voitures qui avaient lancé le zéro emission à une époque, bon, on sait très bien que même les voitures électriques, c'est pas zéro emission. Donc, il y a une nécessaire pédagogie à faire vis-à-vis, parce que les gens sont pas idiots dès lors qu'on leur explique. Ouais, bien C'est sûr. très bien qu'on peut pas aller trop vite non plus, et je pense que ce qu'a dit Madame, c'est très vrai. Il faut y aller une communication prudente lorsqu'on n'a pas complètement basculé. Lorsqu'on a complètement basculé, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on n'a pas complètement basculé, il faut y aller. On peut communiquer, bien sûr, mais en disant, bon, on est en cours, on est on progress, et voilà, pour éviter d'être, parce que là, il y aura forcément quelqu'un qui va dire, attendez, vous foutez de qui là, hein. Et aujourd'hui, précisément avec les réseaux sociaux, c'est très très facile d'être démasqué, et après, on fait un buzz négatif, ce qui est vraiment très très contre-productif pour la marque. Si je peux me permettre, ça me fait penser à cette devise que vous connaissez sûrement, le but est le chemin, qui est la logique du yiking. Pour moi, la RSE, c'est ça. En fait, à quel moment communiquer? Vous communiquez étape par étape. Vous communiquez sur une route, on ne communique pas sur un résultat acquis, terminé, parce que c'est vrai que le chemin est long et probablement infini. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites. 10 produits retirés, 100 produits retirés, 400 produits retirés. Ce sont autant de temps forts qui peuvent être des opportunités de communication. Ouais. Tout à fait. Dans les magasins Franprix, toutes les actions sont communiquées avec une signature qu'on a appelée les petits ruisseaux. Et on explique que voilà, chaque petit geste et chaque petite avancée est voilà, un premier pas vers d'autres. Et qu'en l'occurrence, on a aussi besoin, pour que tout ça devienne des grandes rivières, que tout le monde nous accompagne, aussi bien clients que fournisseurs. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'on essaye vraiment d'avoir cette humilité et cette transparence, quoi, parce que évidemment, et tout le monde est conscient, en fait, c'est ça, c'est que le client n'est pas dupe et devient même défiant, en fait. Parce qu'il a bien compris qu'il n'y a pas de discours magique, en fait. Et donc, Et d'autant plus quand il y a une surenchère de communication, comme vous le disiez tout à l'heure, ouais. dans certains secteurs, notamment le vôtre, Mmh mh. où le consommateur est forcément déjà dans une posture de défiance. Ouais. Alors j'ai reçu une question, alors vous y avez répondu, mais je vais quand même vous la dire. La communication doit-elle prendre en compte à la fois les parties prenantes internes et externes? Vous avez beaucoup insisté là-dessus, de prendre en compte la globalité de l'écosystème, Oui, aussi les ONG, vous disiez Fabrice, donc vraiment l'écosystème très élargi, oui. c'est la clé pour arriver à augmenter l'impact des campagnes. Oui, bien sûr, et puis c'est essentiel encore dans notre exemple, Franprix est un réseau de franchisés, donc il y a 900 magasins, mais plus de la moitié sont des magasins franchisés et en fait, vous ne connaissez pas les 900 magasins Franprix, vous connaissez le Franprix en bas de chez vous. Donc l'entrepreneur franchisé ou le collaborateur qui vous reçoit dans son magasin, c'est lui votre contact avec la marque. Et donc si ces personnes-là ne sont pas sensibilisées et capables de vous expliquer, notre engagement, bah, en fait, il n'arrivera pas du tout au client, quoi. Donc évidemment, l'interne est clé, pour transmettre, et laisser paraître, l'engagement de l'entreprise, au plus haut niveau, quoi. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, à tous les 3 et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée. Merci. Merci. Merci.